Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette séquence vidéo dans laquelle on va essayer de suivre la méthode Simplex. Alors dans la séquence précédente, on a traité le cas où le programme linéaire est de type maximiser une fonction sous contrainte de type inférieur ou égal et le second membre B est un second membre positif. Alors, dans beaucoup de programmes ou bien de problèmes réels, alors on peut retrouver des contraintes de type soit de type supérieur, soit de type inférieur, ou bien même de type égalité, ainsi des problèmes de maximisation ou bien de minimisation. Donc, il nous faut une méthode permettant de résoudre n'importe quel problème, quels que soient les types des contraintes. Donc, on va s'intéresser dans cette vidéo à des programmes de maximisation avec des contraintes mixtes. Et dans la vidéo suivante, on va voir les programmes ou bien les problèmes de minimisation, sachant que le principe est toujours le même, avec juste uniquement quelques modifications à prendre en considération. Donc on va essayer de voir quelles sont les modifications à apporter à la méthode simplex vue précédemment dans la dernière ou bien dans la vidéo précédente pour l'appliquer à n'importe quel problème de maximisation, quel que soit le type de contrainte. Donc, on considère le programme suivant. On a un programme de maximisation. Maximiser z égale 4x1 plus 5x2 sous contrainte. Donc, on a contrainte de type supérieur ou égal, contrainte égalité et contrainte supérieure ou égale avec les variables de décision doivent être supérieures à 0. Donc, si on transforme le programme linéaire en programme standard, donc la première des choses à vérifier avant de se lancer à la réécriture de chaque contrainte en vue de construire le programme standard et la non-négativité de second membre. Il faut que le second membre soit positif. C'est la première des choses à vérifier. Il faut vérifier la positivité ou bien la non-négativité du second membre de chaque contrainte. Ainsi, alors, on doit modifier la contrainte avant de commencer la standardisation par la multiplication, bien la modification de cette contrainte par la multiplication des membres des contraintes par moins 1 et le changement de signe d'inégalité. Par exemple, on a la contrainte suivante, moins 2x1, moins 3x2 supérieur ou égal à moins 27. Donc, il faut changer le second membre à un second membre positif. Comment? On va multiplier la contrainte par moins 1. Donc, on change le signe, 9x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 27. Voilà. Maintenant, on peut passer à la standardisation de la forme canonique de notre programme. Voilà, on a 2x1 plus 2x2. Alors, moins x3, car on a le signe supérieur ou égal. Donc, on a dit que si on a une contrainte de type supérieur ou égal, on fait soustraire les variables d'écart ou bien de surplus. Si on a inférieur ou égal, on ajoute variable d'écart. Donc, x2 égale à 3, c'est déjà une égalité. Donc, c'est déjà par défaut, c'est quoi déjà la standardisation? C'est changer les inégalités en égalité. Donc, de x2, c'est égal à x3. Donc, c'est bon. Et après, on ajoute variable x4 égale 9x1 plus 3x2 plus x4 égale à 27. Et bien sûr, il faut mettre les variables d'écart dans les contraintes de positivité. Donc, d'après la méthode vue, ou bien l'algorithme vue dans la méthode, dans la séquence précédente concernant la méthode simplex, donc, par défaut, les variables de décision sont des variables hors base, c'est-à-dire égales à 0. Et les variables d'écart sont des variables de base. Donc, si on cherche à appliquer la méthode dans cet exemple, donc, si on prend x1, x2 égale à 0, x1 et x2 égale à 0. Donc, on trouve que x3 égale à moins 8. x4 égale à 27. Donc x3 égale à moins 8. C'est x1, x2 égale à 0. On va trouver que x3 égale à moins 8. Donc x3 égale à moins 8, elle est contradictoire avec la contrainte de positivité, sachant qu'on a mis que x3 doit être supérieur ou égal à 0.
Donc, si x1, x2 égale 0, on obtient x3 égale à moins 8, x4 égale à 27, comme solution de départ, enfin de démarrer la méthode simplex. Ce qui est contradictoire avec la contrainte de positivité. Donc, le fait de prendre les variables de décision comme étant des variables hors base et les variables d'écart comme étant des variables de base, pour ce type de problème, si on a des contraintes de type supérieur égal ou bien de type supérieur égalité, ça pose un problème. Donc, il nous faut une méthode pour trouver et chercher la solution de départ afin de démarrer la méthode simplex. Donc, alors, l'application de la méthode simplex suppose la connaissance d'une solution de base réalisable de départ. Voilà, c'est ce qu'on a vu dernièrement. Lorsque celle-ci ne peut s'obtenir de manière immédiate. Alors, si on n'arrive pas à trouver la meilleure, ou bien la solution de départ. Alors, pour cette fin, alors on va utiliser une astuce mathématique qui se résume à l'introduction de nouveaux, ou bien de nouvelles variables, dites variables artificielles. Alors, comme leur nom l'indique, alors ces variables artificielles n'ont aucune interprétation économique. Elles sont conçues pour nous aider à utiliser la méthode ou bien la procédure simplex et formuler le tableau initial à partir de l'origine. Déjà dans la méthode simplex, alors on démarre la méthode simplex par l'origine. C'est-à-dire on fixe l'origine comme solution de départ x1, x2, ou bien x1, x2, x3 selon le nombre de variables de décision. Les variables de décision égale à 0. Et on démarre la méthode simplex. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Si on a des contraintes de type supérieur ou égal ou bien des égalités et le second mot est positif, donc ça pose un problème puisqu'on trouve que les variables d'écart ont des valeurs négatives, ce qui est contradictoire. Les variables de base ont des valeurs négatives, ce qui est contradictoire avec les contraintes de positivité. Donc, il nous faut un moyen pour trouver la solution de départ. Donc, on va introduire ce qu'on appelle les variables artificielles, qui ont comme objectif nous aider à utiliser la méthode simplex et formuler le tableau initial à partir de l'origine. Voilà. Donc on a le programme sous forme canonique. On transforme le programme canonique en forme standard en introduisant les variables d'écart. C'est bon. On a dit que comme les variables de base doivent être positives, on ne peut plus prendre ces variables comme variables de base. Car x3, on va trouver que x3 égale à moins 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous introduisons des variables artificielles. Voilà. On va nommer ces variables artificielles, par exemple, T1, T2. Donc, on a ajouté les variables artificielles pour la première contrainte et la deuxième. On n'a pas ajouté pour la troisième, puisque ça pose pas de problème. Si x1, x2 égale à 0, on va trouver x4 égale à 27. Ça pose pas de problème. Et pour la deuxième, on a dit que x1, x2 égale à 0, alors que x2 égale à 3. Donc c'est pour cela qu'on a ajouté variable artificielle. Et bien sûr, on ajoute ces variables dans la contrainte de positivité. Alors on a dit que ces variables artificielles n'ont aucune interprétation économique, puisque le seul objectif, c'est nous aider à trouver une solution de départ à partir de l'origine. Donc, tant que les variables artificielles restent dans la base, alors la solution demeure non réalisable réellement pour notre programme. La solution est impossible pour notre programme. Ainsi, elle perturbe le mécanisme d'optimalité objectif de la méthode simplex, ce qui nous oblige à les faire sortir le plus tôt possible de la base. Donc, on récapitule. On a dit que le principe de la méthode simplex, c'est de trouver une solution de départ afin de démarrer la méthode simplex. Ça signifie quoi, solution de départ? C'est de trouver les variables de base pour démarrer la méthode simplex. Déjà par défaut, si on a un problème de maximisation et les contraintes de type inférieur, on sélectionne les variables d'écart comme étant les variables de base. Ça ne pose pas de problème. Si on a des contraintes de type supérieur égal et égalité et le second mot positif, on trouve que ces variables de base ont des valeurs négatives. Alors, c'est pas possible de trouver, bien de démarrer avec des valeurs, ou bien des variables de base avec des valeurs négatives. Donc, il nous faut une solution. Donc, on va introduire des variables artificielles. Ces variables artificielles, on va les nommer T1 et T2.
Ces variables artificielles ont pour objectif nous aider à trouver la solution de départ. Mais le problème qui se pose, c'est que il faut trouver un moyen afin de faire sortir ces variables de base T1 et T2 avant d'arriver à la solution optimale. Car tant que les variables artificielles restent dans la base, la solution est réellement non réalisable pour notre programme. Donc, pour faire sortir les variables artificielles de la base, alors on peut avoir recours à l'une des deux méthodes. Alors, soit on utilise la méthode M, qu'on va essayer d'expliquer dans cette vidéo, ou bien la méthode en deux, en deux phases qu'on va essayer de voir par la suite. Donc, le principe de la méthode M, c'est quoi? C'est une manière pour garantir que ces variables artificielles sortent de la base avant d'atteindre la solution optimale. Alors, comment? C'est de leur associer un grand coup. C'est d'associer un grand coup M, un grand coup M aux variables artificielles dans la fonction objectif. Là, on va voir qu'on va associer le coût moins M pour un problème de maximisation et le coût M pour un problème de minimisation. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi moins M et M. Voilà donc la fonction objectif est la suivante. On a 4x1 plus 5x2 plus 0x3, 0,4. On a associé un coût, moins M, aux variables artificielles qu'on a rajoutées. Donc moins mt1 moins mt2. Donc le programme linéaire à résoudre, ça devient maximiser z égale 4x1 plus 5x2 moins mt1 moins mt2 sous les contraintes suivantes. Donc une fois on arrive à la forme standard d'un programme linéaire, donc on peut trouver la solution de départ qui est T1 égale à 8, T2 égale à 3, et x4 égale à 27. Donc c'est-à-dire, une fois on arrive à tracer ou bien écrire la forme standard, alors on peut déterminer les variables de base et les variables hors, hors base. Donc on trace le tableau simplex initial en procédant les mêmes étapes vues dans la vidéo précédente. Donc on a des coefficients de la fonction objectif, 4x1 plus 5x2 plus 0x3, 0x4 moins mt1 moins mt2. Ce sont les variables artificielles. C'est quoi déjà les variables de base? C'est t1, t2 et x4. Toujours, cette contrainte ne pose pas de problème. Donc t1, t2 et x4. Quels sont les coefficients de ces variables de base dans la fonction objectif? T1, le coefficient de T1, c'est moins m. Le coefficient de T2, c'est moins m. Le coefficient de x4, c'est 0. Alors, si x1, x2, x3 égale à 0, T1 égale à 8, T2 égale à 3, et x4 égale à 27. Dans cette partie, on met les coefficients de la matrice qui contient les coefficients des contraintes 2, 2, moins 1, 0, 1, 0. 0 pour la deuxième contrainte, 0x1, plus 1x2, plus 0x3, plus 0x4, plus 0t1, plus 1t2. Et la même chose pour dernière ligne, 9x1, plus 3x2, plus 0x3, plus 1x4, et ainsi de suite. ZI se calcule toujours de la même manière. ZI, c'est 8 fois moins m, plus 3 fois moins m, plus 0 fois 27. On trouve moins 11 m. La même chose pour première colonne. 2 fois moins m, plus 0 fois moins m, plus 9 fois 0. On trouve moins 2 m. Et ainsi de suite. Pour dernière ligne, c'est CI moins ZI. C'est quoi CI dans la première colonne? C'est 4. Et c'est quoi ZI? C'est moins 2m. Si on fait CI moins, donc 4 moins moins, ça fait 4 plus 2m. La même chose, 5 moins moins 3m, ça fait 5 plus 3m. 0 moins moins, pardon, 0 moins m, ça fait moins m.
et ainsi de suite. Donc, une fois on a transformé la forme canonique en forme standard en introduisant les variables des carrés et les variables artificielles dans le cas de besoin, on trace le tableau simplex initial. Après, on applique les règles d'itération vues précédemment dans le cas de la maximisation ordinaire pour obtenir le deuxième tableau. Alors, une fois on a tracé le premier tableau simplex, donc on passe à appliquer les règles qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire les règles de changement de base, le pivotage et ainsi de suite. Donc, on doit tout d'abord chercher la variable entrante et sortante et déterminer le pivot afin d'appliquer les règles de pivotage. Donc, puisqu'on a dit que m c'est un grand nombre qu'on a associé à des variables artificielles. Donc, on a un problème de maximisation, donc on va chercher à déterminer la variable entrante. Donc, on a vu que c'est quoi la variable entrante? C'est la variable correspondante au coefficient positif le plus élevé dans la dernière ligne. Donc, automatiquement, c'est quoi le coefficient le plus élevé dans la dernière ligne? Alors, 4 plus 2m, 5 plus 3m. Donc, puisque m c'est un grand nombre, c'est évident, c'est 5 plus 3m. Voilà, c'est la colonne pivot. Et la variable entrante, c'est la variable x2. On va entrer la masse. Maintenant, on cherche la variable sortante. C'est quoi la variable sortante? C'est la variable correspondante au rapport minimal du vecteur B par rapport à la colonne pivot. Donc, on divise 8 par 2, ça fait 4. 3 par 1, ça fait 3. 27 par 3, ça fait 9. Donc, c'est quoi la variable sortante? C'est la variable correspondante au rapport minimal. 3 divisé par 1, c'est 3. Donc, la variable sortante, c'est T, T2. Une fois on détermine variable entrante ou bien colonne pivot, variable sortante ou bien ligne pivot, l'intersection et le pivot. Donc le pivot dans notre exemple est égal à 1. Une fois on a trouvé le pivot, on passe à appliquer les opérations vues précédemment, c'est-à-dire changer la ligne, transformer la ligne pivot, transformer la colonne pivot et changer les autres cases en utilisant la méthode de rectangle. Donc, on trouve le résultat suivant. Donc, la variable entrante, c'est x2. Alors, il ne faut pas oublier d'associer variable entrante à son coefficient, qui est égal à 5. Voilà, l'étape suivante, c'est on transforme la ligne pivot par la division de la ligne par le pivot. Alors, puisque le pivot est égal à 1, donc la ligne pivot reste la même. 3, 0, 1, 0, 0, 0. Parfait, c'est bon. Après, la colonne pivot, alors on s'intéresse toujours à la matrice A. Les éléments de la colonne pivot doivent être égaux à 0. 0, 0. Après, on cherche, est-ce qu'il y a une intersection entre une colonne et la ligne pivot à 0? Voilà la première. Voilà la colonne et voilà la ligne. L'intersection est égale à 0, donc la colonne reste la même. 9, 2, 9. La même chose pour la colonne x3, moins 1, 0. La même chose pour x4, 0 et 1. Et de même pour 1, 1, 0, 0. Pour les autres cases, on cherche, on les trouve en utilisant d'appliquer, ou bien pour les autres cases, on utilise la méthode de rectangle. Par exemple, la nouvelle valeur de 8, qu'est-ce qu'on va faire? 8 moins 3 fois 2 divisé par le pivot. 8 moins 3 fois 2, c'est-à-dire 8 moins 6 divisé par le pivot, on trouve 2. Alors, vous pouvez faire recours à la vidéo précédente pour comprendre la méthode rectangle. Et une fois on a trouvé ces éléments, par exemple la nouvelle valeur de 27 c'est quoi? On fixe le principe de la méthode rectangle est très simple. Alors on cherche les éléments constituant le rectangle. Donc 27, l'élément ou bien le coefficient qui se trouve sur la même ligne mais dans la colonne pivot, c'est 3. Le coefficient qui se trouve sur la même colonne mais dans la ligne pivot, c'est 3. Et le pivot. Donc la nouvelle valeur de 27 c'est quoi? C'est 27 moins 3 fois 3 divisé par 1. C'est 3 fois 3, c'est 9. Donc 27 divisé par 9, 27 moins 9, ça fait 18. Alors, une fois on a trouvé ces coefficients, alors on passe à calculer ZI. Alors, ZI, tout simplement, c'est quoi? C'est 2 fois moins M plus 3 fois 5, ça fait 15 moins 2M. La même chose pour 2. Le X1, c'est 2 fois moins M plus 0 fois 5 plus 9 fois 0, c'est moins 2M. Et ainsi de suite. On fait la même chose pour les autres variables. CI moins ZI, c'est toujours le même principe. 4 moins
de m. C'est 4 moins de m, ça fait 4 plus de m. 5 moins 5, ça fait 0. Et ainsi de suite. Alors, une remarque, lorsqu'une variable artificielle sort de la base, alors elle ne doit plus être prise en considération dans la suite de la procédure, afin de simplifier uniquement les calculs. Si une variable artificielle sort de la base, ça y est, on ne va pas le prendre par la suite en considération durant nos calculs. Voilà, donc on a trouvé le tableau simplex suivant. Donc, la solution obtenue d'après ce tableau, c'est x1 égale à 0, x2 égale à 3, x3 égale à 0, x4 égale à 18 et t1 égale à 2. Maintenant, on va tester. Est-ce qu'il s'agit de la solution optimale? Alors, on a dit que le critère d'arrêt permettant d'obtenir la solution optimale, c'est de trouver les coefficients de la dernière ligne pour un problème de maximisation sont tous négatifs ou nuls. Donc, on remarque que 4 plus 2m, c'est un coefficient positif. Donc, la solution obtenue n'est pas une solution optimale. Donc, il faut passer à l'itération numéro 2. Voilà, donc on va maintenant passer à l'itération numéro 2, c'est-à-dire on va essayer de changer la base et trouver une autre solution réalisable afin de la tester encore une fois. Donc, on va déterminer la variable entrante. Donc, puisque le seul coefficient positif, c'est 4 plus 2m. Donc, la variable entrante est x1. Et c'est quoi la variable sortante? C'est le rapport minimal. 2 divisé par 2, ça fait 1. 3 divisé par 0. On ne va pas prendre cette valeur en considération, puisqu'on s'intéresse uniquement aux coefficients de la colonne pivot qui sont strictement positifs. 18 divisé par 9, c'est 2. Donc le rapport minimal, c'est 1. 2 divisé par 2. Donc c'est quoi? La variable sortante, c'est variable artificielle T1. Et la variable entrante, c'est X1. Donc le pivot, c'est 2. Donc on procède de la même manière. On divise la ligne pivot par le pivot. On met des zéros dans la colonne pivot. On applique la méthode de rectangle pour les autres cases. Après, on calcule ZI et CI moins ZI. Donc on trouve le tableau simplex suivant. Et comme on a dit, une fois une variable artificielle sort de la base, on ne prend pas ces coefficients dans la procédure simplex. Donc la variable entrante, c'est x1 avec un coefficient 4, la variable x2, 5 et la variable x4, 0. Donc si on applique les mêmes règles vues précédemment, on va trouver ce tableau. Donc la question qui se pose, c'est quoi la solution offerte par ce tableau? Alors, on peut trouver que x1 égale à 1, x2 égale à 3. Et c'est quoi la variable, ou bien la valeur de la fonction objectif? La valeur correspondante, c'est zi égale à 19. Donc on a trouvé une solution avec x1 égale à 1 et x2 égale à 3. Et la valeur de z est 19. Est-ce qu'il s'agit de la solution optimale? On va voir est-ce que le critère d'arrêt est satisfait. Alors, voilà, on a un coefficient positif dans la dernière ligne. Donc le critère d'arrêt n'est pas satisfait. C'est vrai, la solution x1 égale à 3, x1 égale à 1, x2 égale à 3, c'est une solution réalisable pour notre problème, mais on cherche toujours c'est quoi la solution optimale. Voilà. Donc, on passe encore une fois à changer la base et déterminer la variable entrante et la variable sortante afin de trouver une autre solution réalisable à tester. Voilà le tableau. Donc, on passe à déterminer la variable entrante. Donc, c'est clair que la variable entrante, c'est x3, puisque c'est le seul coefficient positif. Maintenant, c'est quoi la variable sortante? On fait le rapport si le coefficient est strictement positif. Donc automatiquement, la variable sortante, c'est la variable x4. Et le pivot, c'est 9 sur 2. On applique les mêmes règles et on trouve le tableau simplex suivant.
Alors, ce tableau permet d'avoir la solution suivante. x1 égale à 2 et x3 égale à 3. Donc, x1 égale à 2 et x2 égale à 3. Et la fonction de la valeur de z est égale à 23. Donc, est-ce qu'il s'agit de la solution optimale? Oui. Pourquoi? Les différents coefficients de la dernière ligne sont tous négatifs ou nuls. Et si vous remarquez, la solution offerte par le deuxième tableau simplex, c'est zi égale à 19, avec x1 égale à 1, x2 égale à 3. On cherche à maximiser, on a trouvé x1 égale à 2 et x2 égale à 3, et la nouvelle valeur de z, c'est 23. Voilà, donc on a optimisé, on a maximisé la valeur de z. Donc si on a trouvé x1, x2, pour trouver la valeur de z, alors il suffit tout simplement de remplacer x1 et x2 dans la fonction objectif, ni plus ni moins. Donc la solution optimale est x1 égale à 2, x2 égale à 3 et z égale à 23. Donc, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle on a essayé de voir comment appliquer la méthode simplex pour le cas de maximisation avec des contraintes mixtes, c'est-à-dire quel que soit le type de contrainte, soit de type inférieur, supérieur ou bien d'égalité, en introduisant les variables artificielles et en appliquant la méthode M afin de faire sortir les variables artificielles avant d'atteindre la solution opti- optimale. Donc, dans la vidéo suivante, ou bien dans la vidéo qu'on va voir par la suite, on va traiter le cas de minimisation, toujours en appliquant la méthode simplex pour des cas de minimisation. Alors, on va voir quelles sont les modifications à apporter pour résoudre un problème de minimisation. Donc, bon courage pour l'apprentissage et à la prochaine.